J'ai empoisonné le café de mon frère ce matin-là, pas assez pour le tuer, juste pour le faire souffrir comme il m'avait fait souffrir toute ma vie. Ses yeux s'étaient écarquillés de terreur quand il avait compris, mais c'était trop tard, les crampes l'avaient plié en deux sur le tapis perçant de l'appartement qui aurait dû être à moi. Et pendant qu'il gémissait, j'ai souri pour la première fois depuis des années, parce que la vengeance, enfin, avait un goût de justice. Personne ne s'y attendait, pas même moi, jusqu'à ce que l'héritage de grand-père nous pousse tous dans l'abîme. Paris, cette ville impitoyable qui avale les rêves comme un égout affamé, m'avait toujours paru un refuge précaire. Né dans le 11e arrondissement, entre les murs craquelés d'un immeuble haussmannien qui sentait le tabac froid et les regrets, j'avais grandi en observant mon frère aîné, Alexandre, parader comme un prince dans notre petit royaume familial. Nos parents, ces ombres grises d'une bourgeoisie déchue, l'avaient toujours préféré. Lui, l'aîné, le beau, le studieux qui avait décroché son diplôme d'avocat à Sciences Po sans une once de sueur visible. Moi, Julien, le cadet invisible, le raté qui galérait dans un job de correcteur freelance, payant mes factures avec des nuits blanches et des rêves avortés. Mais tout avait basculé le jour où grand-père était mort, emportant avec lui le dernier bastion de notre lignée, cet appartement au cœur de Montmartre, un bijou du 19e siècle avec ses moulures en plâtre et sa vue sur la butte sacrée. Les funérailles avaient été un théâtre sordide. Maman, avec son chignon impeccable et ses perles factices, pleurait en silence, un mouchoir brodé pressé contre ses lèvres pâles. Papa, ce colosse voûté par des années de paperasse administrative à la préfecture, fixait le cercueil comme s'il pouvait le ramener à la vie par la seule force de sa volonté brisée. Alexandre, bien sûr, avait prononcé l'éloge funèbre, sa voix suave résonnant dans l'église Saint-Pierre comme un sermon d'avocat en pleine plaidoirie. Grand-père nous a légué non seulement des murs, mais un esprit de famille indéfectible, avait-il déclaré, ses yeux bleus pétillant d'une fausse humilité. Moi? J'étais assis au fond, les poings serrés dans les poches de mon manteau usé, sentant la bile monter à la gorge. Indéfectible? Quelle blague! Grand-père m'avait confié, dans ses derniers murmures rauques, que cet appartement était pour moi ou pour toi, Julien, parce que tu portes le feu de la révolte que j'ai étouffé en moi. Mais les testaments, ces serpents légaux, se tordent souvent au gré des volontés familiales. Une semaine plus tard, assis autour de la table en acajou de la salle à manger parentale, dans notre appartement étriqué du Marais, la sentence était tombée. Papa avait tout sauté, évitant mon regard. L'appartement ira à Alexandre. Il a besoin d'un pied-à-terre pour sa carrière. Toi. Tu as ton studio, Julien. Ça suffira. Maman avait hoché la tête, ses yeux fuyant comme des rats dans l'ombre. Alexandre, lui, avait souri ce sourire carnassier de loup repu et m'avait tapoté l'épaule. Ne t'inquiète pas, frangin. On pourra s'arranger pour que tu viennes squatter de temps en temps. Squatter. Le mot m'avait transpercé comme une lame rouillée. Cet appartement n'était pas un bien immobilier, c'était le sang de grand-père, ses histoires chuchotées sur les résistants de 44, ses nuits passées à peindre des nus dans l'atelier du dernier étage. Et il me le volait pour couronner le fils prodigue. La rage s'était insinuée en moi comme un poison lent, goutte à goutte, érodant les parois de mon âme. Les nuits suivantes, je ne dormais plus. Allongé sur mon matelas fin comme une crêpe dans mon studio de Belleville, j'écoutais les sirènes des pompiers hurler dans la nuit parisienne, imaginant des scénarios de revanche qui me laissaient tremblant de fièvre. Au début, c'étaient des fantasmes enfantins, casser une vitre, vandaliser la porte d'entrée. Mais la psychologie humaine, cette bête vicieuse, creuse plus profond. J'ai commencé à disséquer la famille, à observer leurs failles comme un chirurgien maniaque. Maman et ses migraines, ses crises où elle s'enfermait dans sa chambre avec des pilules volées à la pharmacie du coin. Papa et son ulcère, alimenté par des années de silence conjugal. Alexandre et son ambition dévorante, cette femme qu'il voyait en cachette, une rousse flamboyante nommée Claire, que j'avais surprise dans un café de la rue des Abbesses, riant à ses blagues comme si le monde lui appartenait. C'est là que l'idée a germé, pas une vengeance brutale, non, quelque chose de plus raffiné, de plus français dans sa cruauté logique. Une dissection psychologique, où chaque coup porterait non sur le corps, mais sur l'esprit. J'ai passé des jours à fouiller les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses remplies de lettres jaunies et de photos craquelées. Grand-père avait été un homme de secret, il avait aimé une femme pendant la guerre, une juive cachée dans l'appartement pendant les rafles. Elle s'appelait Élise, et leur histoire s'était brisée sur les barbelés de la déportation. Ces lettres, je les ai lues avidement, sentant la chair de mes ancêtres se réveiller en moi. Alexandre n'en savait rien, il n'avait jamais pris la peine de creuser. Pour lui,
L'appartement n'était qu'un atout locatif, un levier pour grimper plus haut dans les couloirs feutrés des cabinets d'avocats parisiens. Le premier acte de ma revanche a commencé par une lettre anonyme. Écrite sur du papier verger, imitant l'écriture tremblante de grand-père, elle atterrit dans la boîte aux lettres d'Alexandre un mardi matin pluvieux. Cher fils, si tu vis dans ces murs, souviens-toi d'Élise. Elle hante encore les parquets. Pas de signature, juste un sceau en cire rouge avec nos initiales entrelacées. Quand il m'a appelé ce soir-là, sa voix était un fil tendu, prêt à rompre. Julien, t'as vu ça? C'est quoi ce délire? Grand-père n'a jamais mentionné d'Élise. J'ai feint l'innocence, mon cœur battant comme un tambour de guerre. Peut-être qu'il y a des fantômes dans cet héritage, Alex. Des secrets que tu n'as pas voulu voir. Il a ri, nerveux, mais j'ai entendu le doute s'installer, comme une fissure dans un vase de porcelaine. Les jours suivants, les lettres se sont multipliées. La deuxième parlait d'une dette impayée, un prêt que grand-père avait consenti à papa pendant les années 80, quand l'entreprise familiale avait coulé. Rembourse ou les murs se souviendront. Papa a pâli en la lisant, ses mains tremblant sur le comptoir de la cuisine. C'est impossible, Julien. Ton grand-père m'avait pardonné. Maman, pour la première fois, m'a regardé avec suspicion, ses yeux plissés comme des lames. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? J'ai haussé les épaules, avalant une gorgée de vin rouge trop acide. La famille, c'est des dettes qui ne s'effacent jamais. Mais le vrai coup de maître, c'était pour Alexandre. J'avais découvert, en fouillant son bureau lors d'une visite surprise à l'appartement la clé que j'avais duplicata discrètement, des emails compromettants avec Claire. Elle n'était pas seulement sa maîtresse, elle était mariée à un associé de son cabinet, un requin de la finance prénommé Laurent. Un scandale suffirait à le ruiner. Au lieu de le balancer directement, j'ai opté pour le lance-supplice. Une série de colis anonymes, une mèche de cheveux roux, teinte avec de la peinture, une alliance d'homme gravée à Laurent, pour toujours. Chaque livraison était accompagnée d'une note, les murs savent, Alexandre. Élise savait aussi. Il a commencé à boire, je le voyais à ses yeux injectés de sang lors de nos dîners familiaux forcés. Julien, aide-moi. Quelqu'un me traque. J'ai posé ma main sur la sienne, feignant la compassion. Peut-être que c'est ton karma, frangin. Ou le nôtre. La tension montait, palpable comme l'humidité d'un sous-sol parisien. Maman a fait une crise, se cognant la tête contre le mur de sa chambre jusqu'à ce que le sang coule. C'est ta faute, Julien. Tu as toujours été jaloux. Papa, muet comme une carpe, a vendu sa collection de timbres pour payer un détective privé, un raté bedonnant qui n'a rien trouvé, bien sûr. Moi, je continuais mon œuvre, invisible et omniprésent, tissant une toile de mensonges qui serrait leur gorge. L'appartement de grand-père, cet innocent coupable, devenait le théâtre de leur cauchemar. Alexandre y passait des nuits blanches, entendant des pas dans les couloirs vides, voyant des ombres danser sur les rideaux de velours. Puis vint le point de non-retour. Un soir d'octobre, sous une pluie battante qui transformait les rues de Montmartre en rivière d'encre, Alexandre m'a convoqué. Viens à l'appartement. On doit parler. J'y suis allé, le cœur serré d'anticipation. Il m'attendait dans le salon, une bouteille de cognac entamée à la main, Claire à ses côtés opales, les yeux rougis. C'est toi, hein? Les lettres, les colis. Tout ça pour l'appartement? Sa voix était un râle, un mélange de rage et de désespoir. J'ai ri, un rire qui a résonné comme un glas. Pas seulement pour les murs, Alex. Pour les années où tu m'as écrasé, où ils t'ont mis sur un piédestal pendant que je ramassais les miettes. Grand-père voulait que ce soit à moi. À moi. Claire a reculé, horrifiée. Tu es fou. Mais Alexandre, lui, a chargé, ses poings brandis. La bagarre a été brève, chaotique, un vase brisé, du sang sur le tapis perçant. Je l'ai plaqué au sol, mon genou sur sa poitrine, et j'ai murmuré, le poison, c'était juste le début. Imagine ce que je pourrais faire avec la vérité sur Élise. Ou sur Laurent. Il s'est figé, les yeux écarquillés. C'est là que j'ai vu la faille, la peur, pure, viscérale, qui rongeait son ambition comme de l'acide. Dehors, la pluie martelait les vitres, un rythme funèbre. Et moi, pour la première fois, je me sentais vivant. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de silence tendu, un calme avant la tempête que je cultivais avec une précision maniaque. Alexandre n'avait pas porté plainte, la honte l'empêchait,
cette peur viscérale d'un scandale qui ruinerait sa façade impeccable. Au lieu de cela, il errait comme un fantôme dans l'appartement de grand-père, évitant les miroirs comme s'il pouvait lui renvoyer son propre naufrage. Je le pistais de loin à un texto anodin par-ci, une invitation à dîner par-là, observant les fissures s'élargir. Maman appelait tous les soirs, sa voix chevrotante filtrant à travers le combiné comme un vin aigre. « Julien, qu'est-ce qui se passe? Ton frère. Il n'est plus lui-même. » Je répondais d'une voix douce, lisse comme du satin, « Laissez-le guérir, maman. Les héritages pèsent lourd. » Mais intérieurement, je bouillonnais. La vengeance n'était pas qu'un feu, c'était une dissection, une exploration des abysses humains où la loyauté familiale se dissout en acide. J'ai plongé plus profond dans les secrets de grand-père, déterrant des carnets jaunis cachés sous les lames du parquet. Élise n'était pas qu'une ombre, elle avait écrit des lettres en retour, des mots en yiddish mêlés à du français approximatif, parlant d'un amour interdit sous les bombes. Jacques, le prénom de grand-père, tes murs me protègent, mais ton silence me tue. Ces pages m'ont consumé, j'y voyais mon propre reflet, piégé dans un silence familial qui m'asphyxiait depuis l'enfance. Pour le deuxième acte, j'ai visé le cœur, Claire. Pas par violence, non, la subtilité est l'arme des âmes blessées. J'ai fabriqué un faux profil sur un site de rencontres bourgeois, Rencontre Élite Paris, me présentant comme un galeriste veuf, collectionneur d'art maudit. Des photos volées d'un inconnu, un nom, Étienne Duval. Les messages ont commencé innocemment, compliments sur sa silhouette inspirée des toiles de Modigliani. Elle a mordu à l'hameçon, affamée d'évasion de son mariage étouffant avec Laurent. Bientôt, des rendez-vous virtuels, des confidences, Alexandre est obsédé par cet appartement. Il dit qu'il est hanté. J'ai ri en tapant, les fantômes sont les meilleurs amants, ils ne trahissent jamais. Puis, le coup fatal, une rencontre réelle que j'ai orchestrée dans un café caché de la rue Le Pic. Masqué par une casquette et une barbe postiche, j'ai laissé filtrer des rumeurs à un appel fin à un ami, oui, Claire Moreau, mariée à Laurent, mais elle voit Alexandre en cachette. Et maintenant, ce type, Étienne. Elle collectionne les cœurs brisés. Bien sûr, Laurent a eu vent de l'affaire via un ami commun que j'avais graissé la patte avec 200 € sortis de mes maigres économies. Le divorce a éclaté comme une grenade dans leur salon cossu de Passy, cris, vaisselle brisée, avocat convoqué. Claire a fui vers Alexandre, mais lui, sentant le piège se refermer, l'a repoussé. Pas maintenant, pas avec ça au-dessus de la tête. Je les ai vus, un soir, se disputer sous ma fenêtre de Belleville où j'avais déménagé pour être plus près, un studio minuscule avec vue sur les toits incés. Elle hurlait, « Tu m'as promis une vie. » Cet appartement, c'était censé être notre nid. Lui, la voix brisée, « C'est ma prison, Claire. » Julien. Il sait tout. Le nom m'a fait frissonner de plaisir froid. Quand elle est partie, larmes ruisselant sur son manteau de cachemire, Alexandre s'est effondré sur le trottoir, vomissant son dîner arrosé de whisky. J'aurais pu l'aider, au lieu de cela, j'ai fermé les rideaux, écoutant son sanglot comme une symphonie. Maman, de son côté, sombrait. Ses migraines étaient devenues chroniques, des tempêtes qu'il a laissées inertes sur son lit, entourées de flacons vides. Papa m'a emmené à déjeuner un midi, dans une brasserie du boulevard Saint-Germain, l'air chargé d'odeurs de steak frites et de regrets. « Fils, dis-moi la vérité. Ces lettres. C'est toi. » Ses yeux, ses pluies de tristesse, me suppliaient. J'ai mâché lentement, sentant le sel de la trahison sur ma langue. « Papa, et si c'était le fantôme de grand-père? Il n'a jamais pardonné ta dette. » Il a blêmi, payant l'addition d'une main tremblante. Ce soir-là, il a tenté de se suicider ou une overdose de somnifères, rattrapé in extremis par l'ambulance. À l'hôpital, entouré de tubes et de bips monotones, il a murmuré, « J'ai volé l'appartement pour réparer mes erreurs. » Pour Alexandre, le fils parfait. Parfait. Le mot m'a rongé. Dans les couloirs stériles de l'hôpital Cochin, j'ai juré de briser cette illusion. Le troisième acte, exposer la perfection d'Alexandre. J'ai contacté un journaliste freelance, un renard affamé du canard enchaîné, avec des preuves fabriquées au défaut email où Alexandre confessait avoir falsifié des documents pour son cabinet, impliquant grand-père dans un scandale immobilier post-mortem. L'héritage empoisonné du 18e arrondissement, titrait l'article qui parut 2 semaines plus tard. Le cabinet l'a suspendu, Laurent a porté plainte pour adultère et diffamation, Claire a disparu en province. Alexandre m'a confronté dans l'appartement,
le visage ravagé comme un paysage après un bombardement. Pourquoi, Julien? On est frères. J'ai touché la moulure du mur, sentant la poussière des siècles sous mes doigts. Frère? Tu m'as volé ma voix, mon avenir. Cet endroit est à moi, Alex. Et je le reprendrai, pierre par pierre. Il s'est écroulé, pleurant comme un enfant, et pour la première fois, j'ai vu l'homme derrière le masque, fragile, brisé, humain. La pitié m'a effleuré, un instant fugace, mais la rage l'a balayé. Dehors, les cloches de Sacré-Cœur sonnaient minuit, un appel à la confession que je refusais. La famille se désintégrait, et moi, je renaissais de ses cendres. L'hiver s'abattit sur Paris comme une sentence divine, enveloppant la ville d'un manteau de givre qui craquait sous les pas des passants pressés. Montmartre, ce village perché sur la colline des Martyrs, semblait conspirer avec moi, les rues pavées glissantes de verglas, les artistes faméliques du Sacré-Cœur qui griffonnaient des portraits fantômes, l'air chargé d'une humidité qui s'infiltrait jusqu'aux os. L'appartement de grand-père, ce sanctuaire profané, était devenu mon obsession nocturne. J'y entrais en catimini, utilisant ma clé duplicata comme un passeport pour l'enfer, et je m'asseyais dans l'atelier, entouré de toiles inachevées où des femmes nues se tordaient dans des agonies érotiques. Là, je lisais les lettres d'Élise à voix haute, sa voix reconstituée dans ma gorge rauque, un rituel qui me liait à un passé que mon frère avait piétiné. Alexandre, lui, fuyait. Il avait loué une chambre d'hôtel sordide près de la gare du Nord, prétextant du travail à ses employeurs suspicieux. Mais je le traquais, infatigable, via des apps de géolocalisation piratée, un tour de passe-passe appris sur des forums sombres du dark web. Ces nuits étaient des marathons d'insomnie, entrecoupés de crises de panique où il composait mon numéro, raccrochant avant la sonnerie. Une fois, pourtant, il a craqué, « Julien, arrête. Je te rends l'appartement. » Tout. Sa voix, brisée par l'alcool et les larmes, était un aveu de défaite. J'ai répondu d'un ton glacial, « Trop tard, frangin. La vengeance n'est pas un contrat, c'est une maladie. » Maman, sortie de sa léthargie post-crise, avait pris les rênes. Elle organisa une réconciliation familiale dans notre ancien appartement du Marais, transformé en champ de mine émotionnel. Papa, encore faible de son séjour à l'hôpital, trônait au bout de la table, une couverture sur les genoux, ses yeux vitreux fixant le vide. Alexandre arriva en dernier, le visage creusé comme un paysage lunaire, vêtu d'un costume froissé qui puait le tabac froid. Moi, je m'étais habillé simplement en jean usé, chemise blanche impeccable, un contraste calculé pour souligner ma sérénité factice. « Asseyez-vous, mes fils, dit maman, sa voix chevrotante masquée par un sourire forcé. Nous sommes une famille. Les erreurs. On les enterre. » Le dîner fut un supplice exquis. Le coq au vin mijotait, exhalant des arômes de vin rouge et d'herbe provençale, mais personne n'y touchait. Papa tenta une anecdote sur grand-père, une histoire de jeunesse à la pêche en Bretagne, mais sa voix s'étrangla sur les rires forcés. Alexandre fixait son assiette, les couverts immobiles. Puis, inévitablement, la bombe éclata. « C'est Julien qui nous fait ça », lâcha-t-il d'une voix sourde. « Les lettres, les mensonges. Il veut nous détruire. » Maman sursauta, son verre de Bordeaux se renversant en une mare écarlate. « Quoi ? Julien, mon chéri. » Ses yeux, ses lacs de déception, me transpercèrent. J'ai ri, un son bas et guttural qui fit trembler les flammes des bougies. Détruire? Non, maman. Réveiller. Vous m'avez donné des miettes toute ma vie. Alexandre a eu les meilleurs profs, les stages prestigieux, et moi? Les restes. Et cet appartement le legs de grand-père, explicitement pour moi, pour le rêveur de la famille. Vous l'avez volé pour couronner votre prince. Papa tout ça, un râle humide. C'était pour l'équilibre, fils. Alexandre. Il porte nos espoirs. Espoir. Le mot me fit bondir. Vos espoirs, pas les miens. J'ai 32 ans, et je vis comme un clochard dans Belleville, pendant qu'il parade dans Montmartre comme un coq de luxe. Le silence qui suivit fut assourdissant, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise. Alexandre se leva, chancelant. Tu veux la vérité, Julien? Grand-père t'aimait, oui. Mais il savait que tu étais faible. Julien a du feu, mais pas de structure, disait-il. C'est pour ça que je l'ai pris haut pour te protéger de toi-même. Ces mots me frappèrent comme un coup de fouet,
réveillant une douleur enfouie, les moqueries d'enfance, les « tu seras rien » chuchotés dans l'ombre. Mais au lieu de plier, je contre-attaquais. Faible? Regarde-toi, Alex. Ton cabinet te lâche, ta femme te fuit, et tu dors dans des motels comme un rat. Qui est faible maintenant? Maman s'effondra en sanglots, un flot incontrôlable qui inonda la nappe damassée. Papa tenta de la consoler, mais ses mains tremblaient trop. La soirée se dissolut en chaos, cris, portes claquées, le coq au vin abandonné aux chats errants du quartier. Seul dans la nuit, marchant le long de la Seine dont les eaux noires reflétaient les lumières des ponts, je sentis la faille en moi. Était-ce vraiment la justice, ou juste la rage d'un enfant abandonné? Les tours de Notre-Dame, ces sentinelles gothiques, semblaient me juger depuis l'autre rive. Le lendemain, l'acte suivant se dessina. J'invitai Alexandre à l'appartement pour discuter, frangin. Finissons en. Il vint, hagard, un sac de voyage à la main comme s'il s'apprêtait à fuir. Je l'attendais dans l'atelier, une bouteille de Calvados ouverte, les lettres d'Élise étalées sur la table comme des reliques. Lis-les, dis-je simplement. Il obéit, ses lèvres remuant en silence, et je vis les larmes couler au pas de peur, mais de révélation. Elle était là, pendant la guerre. Et grand-père n'a rien dit? J'hochai la tête. Il a porté ce secret comme une croix. Et toi, tu portes l'appartement comme un trophée. Mais les secrets reviennent, Alex. Ils pourrissent tout. Nous parlâmes des heures, un dialogue âpre, dénudé, où les masques tombèrent. Il avoua ses jalousies enfouies, ma créativité libre contre sa prison d'ambition, et je confiai mes terreurs d'invisibilité. Pour un instant, l'air se chargea d'une fraternité fragile, comme un pont de fortune sur un gouffre. Mais la nuit avança, et avec elle, la soif de closure. Signe les papiers. Rends-le-moi. Il hésita, puis griffonna son nom, les mains tremblantes. C'est fini, demanda-t-il. Je souris, sombre. Presque. Dehors, la neige tombait enfin, un voile purificateur sur la ville souillée. Le printemps hésitant de Paris, avec ses pluies fines et ses bourgeons réticents sur les marronniers du boulevard, apporta une trêve trompeuse. L'appartement était à moi, légalement transféré via un notaire ébahi par notre générosité mutuelle. Alexandre avait disparu en province, un poste obscur dans un cabinet lyonnais, prétextant un besoin de changement. Maman et papa, eux, s'étaient réfugiés dans une croisière sur la Loire, une fuite pathétique vers les châteaux de la Loire, comme si les pierres médiévales pouvaient penser leur plaie moderne. Moi? Je m'installai dans les murs de grand-père, inhalant l'odeur de cire et de peinture fraîche, transformant l'atelier en sanctuaire. Les nuits, je peignais des toiles rageuses où des figures familiales se tordaient dans des flammes psychiques, un exorcisme sur toile. Mais la vengeance, cette maîtresse insatiable, ne se contente pas d'une victoire papier. Elle creuse, elle questionne, elle expose les viscères de l'âme. Bientôt, les doutes s'infiltrèrent, étais-je le héros ou le monstre? Les lettres d'Élise, posées sur ma table de chevet comme des talismans, me hantaient. L'amour vrai libère, Jacques. La haine enchaîne. Avait-elle raison? Mes rêves se peuplaient de scènes alternatives, une famille unie autour de la table, riant sans phare. Réveil en sueur, le cœur cognant, je me levai pour marcher dans les rues de Montmartre, saluant les prostituées matinales et les livreurs de baguettes, cherchant dans la foule anonyme un écho de normalité. C'est alors que Claire réapparut, un fantôme roux aux yeux verts comme l'absinthe. Elle frappa à ma porte un après-midi ensoleillé, vêtue d'une robe fleurie qui jurait avec les ombres de l'appartement. Julien. J'ai su pour le transfert. Félicitations. Sa voix était un mélange de sarcasme et de vulnérabilité, un cocktail que je connaissais trop bien. Je l'invitai à entrer, curieux malgré moi. Assise sur le canapé Voltaire, elle alluma une cigarette, un geste défendu par grand-père, mais qui emplissait la pièce d'un voile bleuté réconfortant. Alexandre m'a tout raconté. Tes lettres, les colis. Tu l'as brisé. Je haussai les épaules, versant du thé noir dans des tasses en porcelaine ébréchée. Il s'est brisé lui-même. L'ambition est un poison lent. Nous parlâmes des heures, un duel verbal où les armes étaient des souvenirs. Elle avoua son rôle, complice passif dans l'affaire Laurent, attirée par le charisme d'Alexandre comme une phalène par la flamme. J'étais fatigué de ma vie plate. Lui promettait l'aventure. Et moi? Je lui confiai Élise, ces lettres qui pulsaient comme un cœur battant. L'héritage n'est pas que des briques, Claire.
C'est des âmes enchevêtrées. Ses yeux s'embuèrent, pour la première fois, je vis en elle non une proie, mais une sœur de douleur. Et toi, Julien? Qui te libérera? La question me frappa comme un uppercut, me laissant pantelant. Cette nuit-là, nous fîmes l'amour sur le tapis perçant à un acte impulsif, chargé de désespoir et de catharsis, où nos corps se heurtèrent comme des vagues sur les quais de la Seine. Pas d'amour, non, juste une communion brute, une exploration des limites où la haine se mue en tendresse fugace. Au matin, elle partit sans un mot, laissant un numéro griffonné sur un bout de papier. Si tu as besoin de parler. Vraiment. Je le gardai, un fil tendu vers l'inconnu. Mais la famille, cette hydre, repousse toujours. Papa et maman revinrent, hâves de leur escapade, et exigèrent une audience. Nous vendons l'appartement, annonça papa d'une voix ferme, forgée par les remords. Pour recommencer à zéro. Tu auras ta part, Julien. Maman hocha la tête, ses perles cliquetant comme des menottes. La rage remonta, un torrent acide. Vendre? C'est le sang de grand-père. Vous n'avez rien appris. La dispute éclata, un ouragan de mots, accusations de manipulation, de favoritisme, de trahison. Papa s'effondra, une nouvelle crise cardiaque le terrassant sur le parquet. À l'hôpital, entouré de blouses blanches et de machines indifférentes, il me prit la main. Pardonne-nous, fils. Nous t'aimions, à notre façon tordue. Pardonne. Le mot résonna comme un défi. Tandis que maman veillait à son chevet, je rentrai, fouillant l'atelier pour un ultime secret. Sous une toile, un testament caché, grand-père avait tout légué à moi, avec une clause seulement si la famille reste unie. Sinon, que les murs gardent le silence. Les larmes vinrent enfin, un déluge salé qui lava les scories de ma vengeance. J'appelai Alexandre ce soir-là. Reviens. On a affaire. Sa voix, lointaine depuis Lyon, craqua, pourquoi? Pour que tu me tues à petit feu. Non. Pour guérir. Le printemps fleurit, et avec lui, une fragile rédemption. L'été parisien, ce four brûlant où l'asphalte fond sous les talons des touristes, transforma l'appartement en fournaise. Les fenêtres grandes ouvertes laissaient entrer les cris des vendeurs à la sauvette et les odeurs de merguez grillées des stands de la place du Tertre, mais aussi une brise timide qui agitait les rideaux comme des drapeaux de trêve. Papa était rentré de l'hôpital, fragile comme une porcelaine fêlée, confiné à un fauteuil roulant que maman poussait avec une dévotion nouvelle, presque fanatique. Alexandre revint, silhouette amaigrie dans un train de province, ses valises chargées de regrets et de chemises froissées. Pour papa, dit-il en guise de justification, évitant mon regard. Je hochai la tête, masquant le tumulte intérieur. La guérison? Un mirage, peut-être, mais nécessaire. Nous nous installâmes en une étrange cohabitation, 4 âmes cabossées dans les murs de grand-père, un quatuor dysfonctionnel naviguant les écueils du pardon. Les matins étaient consacrés à papa ou des promenades lentes dans les jardins du Sacré-Cœur, où il commentait les statues comme un guide touristique repentant. Regarde cette Marie, Julien. Elle pardonne tout. Maman cuisinait, ses plats aux blanquettes de veau, pot-au-feu ou devenant des offrandes rituelles, des tentatives maladroites de recoller les morceaux. Alexandre et moi, nous partagions l'atelier, lui corrigeant des dossiers légaux sur une table pliante, moi peignant avec une fureur contenue. Les silences étaient lourds, ponctués de regards obliques, mais peu à peu, les mots affluaient. Souviens-toi de ce Noël à Deauville, lança-t-il un jour, un sourire timide aux lèvres. Tu m'avais battu aux échecs devant tout le monde. Je ris, surpris. Et toi, tu m'as appris à faire du vélo sur la plage. Des bribes, des ponts fragiles. Claire, elle, devint une ombre bienveillante. Elle appelait, sporadiquement, sa voix un baume sur les plaies ouvertes. Comment va la tribu, demandait-elle, et je décrivais nos dîners chaotiques, nos rires forcés qui sonnaient de plus en plus vrais. Un soir, elle vint non pour la passion, mais pour partager un apéritif sur le balcon, face à la ville étincelante. Tu as changé, Julien. Tes yeux. Ils ne brûlent plus autant. Je haussai les épaules, sirotant un pastis anisé. La vengeance consume, mais elle laisse des cendres fertiles. Nous parlâmes d'Élise, de l'amour sous les bombes, et pour la première fois, je sentis une connexion réelle, pas transactionnelle. Elle partit en m'embrassant la joue, un geste sororal qui me laissa perplexe, réchauffé. Mais les démons ne dorment jamais. Papa, dans un moment de lucidité post-médicament,
confessa tout, la dette des années 80 n'était pas qu'un prêt, c'était un détournement, un fonds familial siphonné pour financer l'éducation d'Alexandre. Je pensais que c'était pour le bien commun. Maman, overearing, s'effondra à nouveau, ses migraines revenant en rafale. Tu m'as menti pendant 30 ans, hurla-t-elle, jetant ses perles contre le mur dans un éclat de nacre. La maison devint un champ de bataille, porte claquant, voix montant en crescendo, jusqu'à ce qu'Alexandre et moi, alliés improbables, les séparions. Assez, dis-je, la voix ferme. On est tous coupables. Finissons avec les mensonges. Le climax arriva un soir d'août, lors d'une canicule qui collait les chemises à la peau. Nous nous réunîmes dans le salon, éclairés par des lampes à abat-jour frangées, un cercle de chaises comme un tribunal improvisé. Le testament, annonçai-je, brandissant le papier jauni. Grand-père voulait l'unité. Pas la perfection. Je lus à voix haute la clause, les mots résonnant comme un verdict, que cet appartement soit un phare, non une prison. Les larmes coulèrent au papa d'abord, puis maman, Alexandre serrant les poings jusqu'au sang. Je suis désolé, murmura-t-il. Pour l'avoir pris. Pour t'avoir laissé en plan. Je posai ma main sur son épaule, sentant la chair de mon sang. Et moi, pour le poison. Littéral et figuré. La nuit se fit confidence, histoire de jeunesse, de peurs enfouies, de choix qui avaient fracturé nos âmes. Maman avoua son favoritisme, un bouclier contre sa propre enfance misérable à Nanterre. Papa, ses ambitions ratées qui l'avaient rendu aigri. Alexandre, la pression qui l'avait poussé à écraser pour survivre. Moi? Ma rage, un feu nourri par l'abandon. À l'aube, épuisés mais allégés, nous signâmes un pacte, l'appartement resterait familial, partagé, un legs vivant. Claire fut la première à le savoir. Bravo, Julien. Tu as libéré les fantômes. Son rire, clair comme une fontaine de la place des Vosges, me fit sourire. Peut-être qu'un futur se dessinait, ténu mais réel. Pourtant, au fond, une braise subsistait la vigilance d'un homme qui avait goûté au pouvoir de la destruction. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre, les feuilles des platanes tombant comme des confettis mélancoliques sur les boulevards. L'appartement, désormais un havre partagé, bruissait d'une vie nouvelle, rire sporadique dans la cuisine, où maman enseignait à Alexandre ses recettes secrètes, promenade avec papa le long de la rue des Saules, où il commentait les vignes miraculeuses de Montmartre comme un philosophe en herbe. Moi, je transformais l'atelier en galerie improvisée, vendant mes toiles à des touristes éblouis au pas une fortune, mais assez pour respirer sans le poids de la rancune. Claire devint une constante, pas une amante, mais une amie, ses visites ponctuées de vins de Loire et de débats sur la psyché humaine. Tu as écrit ton propre roman, Julien, disait-elle, un éclat malicieux dans les yeux. Drama, revenge, et une fin ouverte. Mais les fins ouvertes, en psychologie, sont des invitations au retour des ombres. Un soir de novembre, pluvieux et venteux, une lettre arriva au pas anonyme, mais signée d'un nom inconnu, Victor, un cousin éloigné de grand-père, exhumé des archives de province. L'appartement est contesté. Élise avait un fils, illégitime. Il réclame sa part. Le choc fut électrique, une réunion familiale d'urgence, visage blême autour de la table en acajou. C'est impossible, balbutia papa. Maman se signa, un geste papiste oublié. Alexandre me regarda, une lueur de solidarité dans les yeux. On affronte ça ensemble? La bataille légale s'engagea, un labyrinthe de notaires et d'avocats ou ironie du sort, Alexandre en tête, sa réputation rachetée par cette cause commune. Victor se révéla un homme usé, la soixantaine ridée par des ans de silence, portant les traits d'Élise dans ses yeux sombres. Mon mère m'a parlé de Jacques jusqu'à sa mort. Cet appartement. C'est mon droit de mémoire. Nous négociâmes, non en loup, mais en humain, une part pour lui, une fondation au nom d'Élise pour les victimes de la Shoah. Au tribunal du 18e, sous les lambris vernis, le juge scella l'accord d'un marteau sec. Victor pleura, une larme solitaire sur sa joue parcheminée. Merci. Pour avoir honoré sa mémoire. Cette épreuve nous soudait, forçant une introspection collective. Papa, dans ses lettres quotidiennes ou une habitude post-AVC, écrivait « La famille n'est pas parfaite, Julien. Elle est imparfaite, et c'est sa force. » Maman, radoucie, m'offrit un album photo restauré, des images jaunies où je voyais mon enfance non comme une prison, mais un prologue. Alexandre et moi, nous courions le matin, le long de la Seine, nos souffles synchronisés comme un rythme fraternel.
tu m'as sauvé, frangin, avoua-t-il un jour, essoufflé sous le pont des Arts. De moi-même. Je secouai la tête. Non. On s'est sauvés mutuellement. Claire, elle, devint plus, une partenaire dans les silences, une muse pour mes toiles les plus lumineuses. Un soir de Noël, sous les guirlandes clignotantes du quartier, je la demandai en mariage pas avec un genou à terre, mais une bague simple, forgée d'un fragment de la clé de grand-père. Pour les murs qui nous ont abrités. Elle accepta, riant à travers les larmes, et la famille applaudit, un cœur imparfait mais vrai. Pourtant, dans les nuits calmes, quand la ville ronronne comme un chat repu, je repense au café empoisonné, à ce sourire vengeur. Était-ce nécessaire? Oui, pour nous pousser au bord, pour que nous sautions ensemble vers la lumière. La psychologie humaine est un drame en actes, trahison, catharsis, rédemption. Et Paris, témoin éternel, garde nos secrets dans ses pavés usés. Aujourd'hui, l'appartement vit, exposition d'élises reconstituées, dîner bruyant, rire qui chasse les fantômes. Grand-père, quelque part, sourit. Et moi, Julien, l'invisible devenu visible, je peins l'avenir non en flammes, mais en couleurs vives. La vengeance s'achève, mais la vie, elle, recommence.